Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 360e rencontre, un endroit où aller. Nous avons l'immense plaisir de retrouver Karine Ressé. Bonsoir Karine. Bonsoir. Et Olivier Adam. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et ce soir, pour les interroger, Frédéric de Guelt. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, c'est une rencontre croisée pour deux livres qui sont parus chez Flammarion. Il y a pour Karine Dans la maison d'été, qui est sorti le 6 mars dernier, et pour Olivier, Il se passe jamais rien ici, qui est sorti le 1er mai chez Flammarion. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Je me ferai un plaisir de les poser à la fin de votre entretien à tous les trois. Je vous souhaite une belle rencontre. À tout à l'heure. Merci Nathalie. Alors, c'est très, très émouvant pour moi de vous recevoir tous les deux parce que je vous connais un petit peu, parce que vous êtes un couple d'écrivains, ce qui n'est pas banal et qui suscite aussi des questions, mais qui seront évidemment des questions sur la manière dont vous pouvez communiquer, vous lire, euh, comment ça marche en fait d'être deux à écrire dans une maison. Euh, Tenter de penser que vous êtes dans la même maison, parce qu'on ne sait pas, en fait, et on n'abordera pas d'ailleurs ce sujet. Vos livres sont des, des merveilleux romans d'été et des merveilleux romans pour s'envoler en voyage. Parce que on commence et on les quitte pas, en fait. Alors, il ne se passe jamais rien ici, Olivier, et dans la maison d'été, Karine. Je vais commencer par poser une question à Olivier. C'est le combientième livre? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de qu'est-ce qui se passe dans les endroits où il ne se passe rien? C'est mon 16e roman, je crois. Enfin, je les compte plus. Et puis j'en ai écrit aussi une quinzaine pour les jeunes. Dans celui-là, on est près du lac d'Annecy, dans un village à la fois très rupin et très touristique, et très beau d'ailleurs. C'est la fin de la saison touristique, justement. La plupart des touristes, des résidents secondaires sont partis. Il reste encore quelques badauds. Et donc la ville flotte un peu dans ses propres vêtements et surtout on se retrouve dans une espèce d'entre-soi entre les gens qui vivent là-bas à l'année et puis les saisonniers et les employés des commerces, des lieux touristiques, des hôtels, des restaurants les plus habituels de la station. Voilà, et en fait, toute cette communauté, c'est une espèce de huis clos à ciel ouvert, hein, parce qu'on est dans un endroit au bord du lac qui est totalement cerné par les montagnes. Toute cette communauté va être touchée par un drame terrible, puisqu'on va retrouver, au bout d'une trentaine de pages, une femme du village morte, assassinée dans les eaux du lac. Et à partir de là, le livre va à la fois ausculter voilà, la déflagration que c'est pour toute cette communauté, où tout le monde connaissait cette femme. Bien sûr, comme c'est une communauté, un microcosme, ça va aussi nous parler à l'échelle de la société tout entière de ce qu'on a sous les yeux, à savoir un féminicide. Et puisque c'est un féminicide, qui commet les féminicides? Les hommes. Et dans 90% des cas, les proches. Hmm. Un ancien amant, un amoureux, un marié conduit, le frère, le patron, l'employé. Et donc, assez naturellement, en un sens, dans ce village, tout le monde est potentiellement témoin de quelque chose, et puis tous les hommes sont potentiellement suspects. Voilà. Hmm. Et donc le C'est livre va se marrant. déployer comme ça, enfin, va prendre l'allure, même si c'est pas tout à fait ça, d'une enquête où on va passer comme ça d'un personnage à l'autre. Si, si, c'est ça Et quand même, hein. C'est vraiment oui, une oui, enquête. C'est un oui, suspense qui est quand même soutenu. Enfin, quand on le lit, on a envie de savoir, quoi. On avance oui, oui, le livre avec les joue codes du genre, quoi. avec les codes, oui, du roman noir et de l'enquête. Voilà, je dirais que euh, la même manière qu'Anatomie d'une chute, enfin pas de la même manière parce que je suis pas Justine Trier malheureusement pour moi, mais de la même manière qu'Anatomie d'une chute travaille la question du cinéma et du procès, là voilà, l'ambition c'était de retravailler l'enquête du point de vue du roman, en tout cas de la manière dont moi j'écris des romans. Oui, oui. Et c'est exactement ça. C'est justement ce qui fait qu'on n'est pas dans les codes du genre. C'est que c'est quand même un thriller, mais c'est un thriller à la manière Olivier Adam, avec tous les codes sociaux, avec ce qui fait le phare de tes Oui, autres livres.
Et puis un des trucs du roman noir en général et de l'enquête, enfin souvent, c'est que c'est très centré sur le sujet et sur l'enquête Oui, elle-même. Alors que oui, là, le livre prend beaucoup de chemins de traverse oui, parce que chaque personnage qu'on va croiser, il y a un personnage qu'on retrouve beaucoup qui est Antoine, qui est un peu le fil rouge du bouquin, mais sinon chaque personnage qu'on va croiser, on le prend dans le drame qui se joue et puis dans l'avancée de l'enquête, mais on le prend aussi dans sa propre vie et tout ce qui oui. traverse sa propre vie, le moment voilà, c'est ses doutes, ses failles, les choses à quoi il est confronté, ses histoires de couple, de travail, des problèmes de fric, de parentalité, de filiation, sa place dans la famille. Enfin, donc on va très souvent s'échapper euh, Grâce à lui, oui, du sujet principal, même oui. si au fond, euh, tout ça résonne avec d'abord le sujet principal, on va dire, du féminicide et globalement des questions liées aux violences sexistes et sexuelles, à la violence masculine, au rapport homme-femme, à la masculinité toxique, etc. Et puis aussi, un des trucs liés à ce livre-là, c'est que euh, si, le personnage, enfin, le grand personnage du livre, d'une certaine manière, il en est absent, puisque c'est la femme qui est retrouvée morte, c'est Fanny. Oui. Et dans dans le démarrage du livre, dans le premier chapitre, elle apparaît objective. Elle apparaît dans le regard des hommes. Elle apparaît Oui, réduite à son physique et aux appétits et aux désirs qu'elle suscite. Et ce disons, qui situe vraiment le féminicide d'ailleurs, voilà. dans la Oui, suite. c'est en écho. Et donc, tout l'enjeu du livre ensuite, Ouais. c'est à la fois d'interroger euh, ce féminicide et tout ce qui est lié à la violence sexiste et sexuelle dans notre société, mais aussi à travers tous les regards et toutes les manières dont on va parler de cette femme, enfin plutôt de toutes les femmes qu'elle a été, Mhm. l'amante, la sœur, la fille, l'aidante, l'employé. Ben, j'espère, voilà, à la fin, on a quelqu'un qui n'est plus réduit uniquement par le regard des hommes, mais on a Et un pas seulement à son personnage, physique. voilà, on a Mm. une femme dans toute sa complétude, et j'espère que le livre lui rend justice et hommage. Mm. Alors, c'est pas tout à fait un résumé, mais c'est très, très clair au niveau du livre, en tout cas, et ça donne envie en plus. Alors, Karine, je dirais que en tant que lectrice et en tant qu'auteur, j'avais presque envie, quand j'ai fini ton livre, de dire, waouh, comment elle a fait. Tu as fait exactement ce qui fait très peur à un écrivain, c'est-à-dire prendre une famille absolument immense, comme toutes les familles, hein, mais surtout qu'on se perde jamais et on traite pas tout. On traite le plus intéressant, c'est-à-dire qu'à travers cette maison, on découvre des grands-parents, des parents, des enfants. Euh, alors moi, je le dis comme ça parce que j'ai été la lectrice de ce livre, mais comment toi, tu définirais ton livre? Comment tu le raconterais? Alors, bah, pour le résumer assez simplement, c'est l'histoire d'une famille. Alors, en l'occurrence, il s'appelle les Race, de 1980 à 2022, à travers des séjours passés dans une maison de vacances qui s'appelle Dans la maison d'été, dont le petit nom est Les Hortensias. Et on peut dire que c'est une chronique familiale, donc de l'achat de cette maison de vacances, cette résidence secondaire, en 1980 à sa revente. Donc, ça peut être résumé très, très rapidement. C'était vraiment ça le projet du livre. Et l'idée, c'était de suivre effectivement toute cette famille de papiers sur toutes ces années, de suivre leur histoire, enfin leur histoire avec un petit H, avec qui se mêle avec la grande histoire de France Oui. et puis du monde. Voilà. Ça, c'était Oui, l'histoire. on a l'impression qu'il y a des moments qui sont choisis par rapport à des événements qui arrivent comme les attentats ou comme septembre 2000. Enfin, il y a des moments comme ça où on se raccroche à ce qui se passe autour, et puis d'autres moments où on quitte ça et où on est vraiment dans le récit de la famille. Alors, euh, il y a la famille au début, euh, on peut aller voir, et puis on peut aussi se laisser porter, on se perd pas du tout, on retrouve les gens au fur et à mesure, c'est très attachant, c'est-à-dire que c'est un livre assez dodu, et on n'a pas envie de le quitter. On rentre dans cette famille. Tu es partie de la maison d'été ou tu es partie de la famille?
quand tu l'as écrit? Les deux, les deux, mais je dirais que la maison, c'est un personnage de la famille. Ouais, Donc, il m'a fallu deux choses. À partir de cette idée de départ, hein, qui est toute simple, de raconter l'histoire d'une famille sur 40 ans à travers des séjours passés dans une maison de vacances, il m'a fallu choisir d'abord, enfin, à la fois une famille et un lieu. Donc, le lieu, assez rapidement, je me suis attardée sur le Pouliguen, qui est une petite station balnéaire qui est à côté de la Baule, parce que c'est un lieu que je fréquente beaucoup, que je connais depuis une quinzaine d'années. Et, euh, j'ai été choisir une maison en particulier, qui n'est pas celle d'ailleurs à laquelle je suis habituée d'aller, mais j'ai arpenté la côte, la pointe du Pin-Château, le long de la plage Juno, en me disant, voilà, là, ça va être laquelle? J'ai regardé, et puis finalement, j'ai eu un coup de cœur, une maison qui m'a fait de l'œil, qui est une maison qui, dans la vraie vie, s'appelle Georges Marguerite, et que j'ai rebaptisée Les Hortensias. Il y a des tourelles, des ferronneries, des mosaïques, donc la qui est, maison existe et tu l'as oui. visitée, la maison, ou? Ah non, je ne l'ai pas visitée parce qu'elle est tout le temps fermée. Les volets sont Ah, entrouverts. Je n'ai jamais vu personne dedans. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je passe devant tous les 2 mois et je n'y ai jamais vu personne. Et dans cette maison, parallèlement, j'ai construit une famille de papier en construisant tout de suite l'arbre généalogique d'ailleurs qu'on retrouve au tout début oui, du livre pour un peu voilà, pour aider la lecture. Et aussi, moi, c'était un outil important pour moi. J'ai aussi j'ai fait des sortes de fiches de personnages pour m'y retrouver, mais j'ai aussi fait des fiches d'années avec un certain nombre justement de rendez-vous par année, des références de chansons, de films, d'événements politiques. Pour avoir des repères. Et après, je me suis servi de tout ça pour construire une histoire qui est vraiment la vie de cette famille qui traverse toutes ces décennies. Alors, le point commun avec le livre d'Olivier, c'est que c'est un roman choral. oui. C'est vraiment une ronde de personnages. Et j'ai aussi un personnage fil rouge. Donc, mon personnage fil rouge, c'est Barbara. Barbara, alors, Mhm. on peut Barbara, dire que oui, c'est une sorte absolument. de double de clone littéraire, comme il y a dans tous mes romans. Oui. Et voilà. Et Barbara, et oui, Eric, il n'y a pas d'inspiration. Mhm. Eric, Alors, ça serait. Parce il y a quand même des petites choses là. Cet alors j'ai joué. écrivain qui est. Alors j'ai joué Voilà. avec ça, c'est-à-dire que on me demande, j'ai beaucoup de questions de lecteurs qui me demandent, et de lectrices surtout, qui me demandent ils ont l'impression que j'ai écrit un livre autobiographique, le récit de ma famille, d'une maison, Ouais, et je suis obligée de leur dire, ben non, pas du tout. Simplement, j'ai cette personnage fil rouge, Barbara, qui me ressemble beaucoup. Et dans cette famille de papier, j'ai donc ajouté cette Barbara qui a un compagnon qui s'appelle Eric et qui est écrivain, qui ressemble beaucoup à un certain Olivier. Et Barbara et Eric ont deux enfants qui, quand même, pour les gens qui nous connaissent, ressemblent un peu à nos propres enfants. Donc ça c'est peut ça. brouiller, disons que j'ai savamment brouillé les pistes. Alors, oui, d'ailleurs, on retrouve effectivement cette façon de faire chez Delphine de Vigan, où au début, on se dit, ah ben, elle s'appelle Delphine, son mec s'appelle François, c'est ça. Et puis, à Hmm. mesure que tu avances, tu dis, ah ben non, en fait, non, non, Ah elle est non, en train il de vaut nous mieux pas. embarquer quelque part, on ne sait pas du tout ça. Euh, Comment est-ce que vous diriez tous les deux que tout ce qui est euh, pas autofiction, pas autobiographique, mais qui ressemble à des personnages qui sont autour de nous, ça vous envahit, ça vous possède, mais ça vous entraîne aussi ailleurs, à des endroits où vous n'auriez pas prévu d'aller. Olivier. En ce qui me concerne, moi, j'écris pas d'autobiographie. Les seules choses d'autobiographie que j'écris, ce sont des poèmes qui sont parus cette année chez Bruno Tse, qui s'appelle Personne n'a besoin de savoir. Et comme c'est de la poésie, c'est tellement codé, Mm. brouillé que c'est une manière d'autobiographique, mais qui reste masquée. Oui, Et pour le reste, je fonctionne beaucoup avec des archétypes de personnages qui sont trois manières d'avoir des doubles. Alors, le plus évident, en général, s'appelle Paul. On le retrouve dans Les Lisières, dans une partie de badminton. Et là, c'est exactement le même cas que Karine dans la maison d'été. C'est-à-dire que je prends un mm. narrateur
où je donne tous les signes au lecteur, même parfois les plus grossiers, évidemment que c'est moi derrière, parce qu'en général, il a mon âge, il a Mm. ma situation, le peu de choses qu'on sait de moi, il l'étale. Mais on serait dans une définition très stricto sensu de ce qu'on pourrait appeler l'autofiction dans ce cas-là. Qu'au fond, pas Ouais. grand monde ne pratique, à part Delphine de Vigan. Mm. C'est-à-dire se prendre soi comme personnage, disons comme caractère, et se Ouais. projeter dans une vie qui n'est pas la sienne, dans une vie alternative ou dans une fiction. Donc c'est vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire que Mm. souvent les livres qui paraissent, enfin mes livres à moi qui paraissent les plus pour le lecteur autobiographiques, parce que en général tout le monde pense que les lisières ou une partie Bien sûr, d'Adneyton c'est les autobiographiques de trois quarts. Donc bien il y sûr. a plein de recherches sur Internet. De toute façon, comme à chaque fois, euh, Il le se cherche personnage est partout. quitté par sa femme. Donc, tout le monde pense que Karine l'a largué depuis longtemps. Tout le monde pense qu'on habite à tel endroit ou à tel autre, parce que au fur et à mesure des livres, les allers-retours entre Paris et la Bretagne sont un peu incessants dans tous les sens, donc tout le monde s'y perd. Et c'est tout Ainsi à que le fait. Japon, peut-être. Et oui, 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 il y a plein de gens qui me disent, mais alors, t'as vécu combien d'années au Japon, etc. C'est ça. Euh, donc voilà, et donc il y a cet effet de brouillage. Enfin, moi, bon, c'est aussi une question d'inspiration, de construction de sa propre écriture par les lectures. C'est-à-dire que c'est vrai que, à part le cas particulier de Patrick Modiano, où là aussi, on est dans le double, ce qui est assez rare en France. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus nourri euh, par le truc à l'américaine, où on se construit, voilà, le Bandini de Fante, le Frank Bascombe de Richard Ford, le Zuckerman de Philippe Roth, parfois le Philippe Roth de Philippe Roth, qui en fait est un double fantasmé de Philippe Roth, et j'aime beaucoup cette part de jeu JEU Mhm. et de jeu JE qui permet d'être masqué. Mais si je suis franc, les livres dans lesquels il y a des choses les plus personnelles et les plus intimes, souvent c'est les livres où le masque est le plus épais. Donc souvent Bien sûr. ce sont mes romans dont ce sont plutôt des femmes qui sont les narratrices. Euh, Mm. voilà. Ou on peut dire aussi que mes trois archétypes de narrateurs, Paul, mes héroïnes, comme je dis, et les Antoine, sont un peu trois versions de moi-même où je vais chercher à des endroits très différents. Mm. Et pour aller de toute façon vers les autres et vers le collectif, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, même mon propre cas m'intéresse pas beaucoup, et, et aller chercher non seulement un jeu pseudo-autobiographique, mais surtout un jeu qui dirait nous, quoi. C'est Ouais. surtout ça le. Il est très féminin, ton livre. Il y a quelque chose de très féminin, et notamment dans ce personnage d'Antoine. Euh, c'est cette ambiguïté que j'ai trouvée vachement intéressante parce qu'on parle d'un féminicide, mais il y a un côté très féminin chez Antoine. C'est Oui, bah, pas. si tu veux, le truc c'est que moi, je suis pas. Au début, je savais pas que j'allais écrire sur un féminicide, hein. J'étais parti. Sur un meurtre, mais pas forcément un féminicide. Ouais, enfin, en tout cas, ça m'a pris par surprise, disons, parce que Ok. j'étais même pas parti pour écrire vraiment une enquête. Enfin, bon, en tout cas, ça s'est imposé comme ça. Et à partir du moment où ça s'est imposé, euh, tout de suite, je me suis dit, mais et encore plus aujourd'hui, euh, écrire sur la mort violente d'une femme euh, pour en tirer une bonne histoire et point barre, c'est vraiment un truc de salaud, quoi. Et donc, Mhm. euh, j'ai tout de suite pensé que d'une manière ou d'une autre, écrire là-dessus m'obligeait à quelque chose, m'obligeait Ouais. à prendre à bras le corps quelque chose d'une réflexion Mhm. ou d'une interrogation ou de questionnement autour de ces violences sexuelles, mais autour du masculin, du féminin, Mhm. de l'injonction à une certaine forme de masculinité. Enfin voilà, de tous ces thèmes, d'aller les chercher à travers chaque personnage, que ce soit les personnages féminins ou les personnages masculins, et Antoine lui-même, dont on comprend vite qu'il s'est longtemps débattu dans sa propre famille avec ça, avec Ouais. voilà, une structure familiale ultra patriarcale, avec
un père à l'ancienne avec tout ce que c'est, sur ces- tout ce que ça charrie de clichés autour de, voilà, de la virilité, du Ouais. silence, de la pudeur masculine, de pas se C'est intéressant plaindre, que tu etc. parles de clichés parce que dans soit dans ton livre, ensuite Karine, moi il y a un truc qui m'a frappé. Vous écrivez sur des choses qui pourraient complètement vous attirer dans le cliché et ça n'est jamais cliché. C'est-à-dire que vous décrivez des, ce qui se passe dans une famille, dans une ville, dans une société, dans une maison, dans un été, mais euh, et forcément, nous sommes tous des clichés. Mais on n'a pas, on a une appropriation en tant que lecteur de ce que vous écrivez, et il n'y a pas de cliché. C'est comme si on redécouvrait qu'est-ce que c'est le patriarcat, comme si on redécouvrait qu'est-ce que c'est avoir perdu des gens dans une famille, ce que c'est le deuil, ce que c'est. Je pense à une chose, Karine, mais tu vas me dire comment tu as fait ça ou pas, et si c'est fait, voilà, de manière, euh, ou si c'est l'histoire qui entraîne ça. On a la sensation qu'on glisse. C'est-à-dire qu'on est d'abord avec les grands-parents comme ça. Alors évidemment, quand tu es dans la chronologie, mais quand même, on est d'abord avec les grands-parents comme ça et on glisse dans les années, puis on les quitte, puis on passe aux autres. Exactement comme les gens vieux ont l'impression que au mariage, par exemple, on s'éloigne de leur temps. C'est plus eux qui se marient, c'est plus eux qui dansent, c'est plus eux qui sont au centre. Ce sont les autres, ces trentenaires qui arrivent et qui les poussent comme ça dehors. Comment tu as travaillé ça? Ça, ça, je sais pas comment j'ai travaillé ça, mais ça m'a semblé tout à fait le rythme, quelque chose de complètement, enfin, de quelque chose de naturel. Moi, j'ai voulu rentrer vraiment dans la vie de cette famille. C'est-à-dire que moi, en fait, pour répondre, pour rejoindre ta première question, c'est-à-dire que de prendre un personnage qui me ressemble un petit peu, qui est comme un double, un clone. Moi, ça me permet, alors que ce n'est qu'un personnage parmi une vingtaine d'autres, mais ça me permet de d'atteindre une certaine justesse, une certaine vérité. Et c'est ça que je cherche. C'est pas du tout la réalité, la vraie vérité, mais c'est atteindre une vérité, atteindre la justesse et pour rentrer vraiment dans l'intimité de cette famille et dans le passage, d'éprouver le passage du temps. Et pour le faire, c'est sûr qu'il y avait besoin d'aller de façon assez basique, chronologique, et d'avancer avec eux. Euh, mais euh, mais c'est un travail, je pense que c'est le travail de- je sais pas, j'étais portée par l'écriture, mais c'est le travail de l'écrivain. Donc, expliquer comment on fait ça, je saurais, je saurais pas dire. Ce C'est que je sais, l'inspiration c'est que, naturelle. T'as beaucoup enlevé après. alors, Est-ce que tu as beaucoup plus écrit que ça n'est aujourd'hui ou ah non, 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 non. Pour ce livre-là, non. J'ai même rajouté des passages ensuite pour développer certains personnages parce que l'idée du roman choral du carrousel du personnage, c'était que je voulais qu'on donnait la parole à chacun des membres de cette famille, y compris, entre guillemets, les pièces rapportées. Et c'était très important pour moi. En fait, c'est un livre très dodu, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ce sont des chapitres assez courts, oui. avec des repères pour le lecteur, alors avec un titre qui donne la couleur du chapitre pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Surtout, ce qui est très important, c'est le personnage que l'on va suivre pendant un chapitre. Moi, je dirais plutôt une scène. Et puis Mhm. son âge aussi pour avoir un repère. Et puis une date très précise. Parce que moi, j'ai travaillé, en fait, si tu veux, pour moi, euh, j'ai travaillé, je travaille souvent comme ça, mais là encore plus. Pour moi, ce sont des moments de vie, ce sont des instantanés de vie. Et comme si, voilà, on filmait, il y a le Noël 1980 et une Ouais. séquence du Noël 1980. Et pour l'écrire, alors on a l'impression que justement, qu'il y a un mouvement, mais moi, en fait, je l'ai écrit dans le désordre. Donc, Ok. et après, j'ai tout mis à l'endroit. Donc, et après, C'est c'est dans encore le plus retravail impressionnant. peut-être. Voilà, parce que c'est ma façon de faire qui est d'une façon très très bordélique, mais qui est selon l'inspiration du moment, mon état émotionnel. Voilà, là je me disais, ben là aujourd'hui, je me sens bien en 2008, et puis aujourd'hui, non, c'est 1986, et ça tient un peu de choses. Euh,
J'ai eu besoin pour écrire ce livre aussi de passer beaucoup de temps au Pouliguen. Moi, j'ai besoin d'écrire vraiment sur les lieux sur Mm. lesquels j'écris. Là, c'était assez simple. Et justement, ça s'appelle Dans la maison d'été, mais pour moi, c'était cette famille, elle vit au rythme des saisons. Et même si on n'a que sa vie à travers les séjours passés dans cette maison, on a quand même plein d'échos de ce qui se passe ailleurs. Alors, voilà. Donc pour moi, et puis il y a ce personnage Barbara, il y a aussi que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a deux temporalités, enfin on va dire, voilà, deux modes de narration. Oui, Il y a ces petits chapitres très courts qui sont donc avec une date très précise où on suit un personnage et puis après on va en suivre un autre et puis on va voir le même personnage grandir, mûrir et puis après effectivement disparaître assez naturellement ou assez brutalement. Mais il y a aussi Barbara qui est le fil rouge et qu'on va voir réintervenir régulièrement, d'ailleurs après chaque disparition, comme un peu une en respiration. retour, oui. Et donc, elle qui est dans le temps, on est dans le présent, on est dans le présent de l'enjeu de cette vente de cette maison. Ça Donc, commence d'ailleurs par le présent, où on oui. est de notre temps et où la maison va être vendue, ce qui est très intéressant parce que tout d'un coup, pouf, on repart quand ils viennent On le d'acquérir la sait dès le maison. départ, il y a pas de suspense par rapport à ça. On sait que cette Ouais, maison va être vendue, on va accompagner ces dernières années cette maison. Et puis parallèlement, voilà, on va suivre l'histoire de cette famille pour voir un peu mm. comment cette maison qui donc a été achetée par, on n'a pas dit, deux personnages qui sont pour moi Les très grands-parents, importants pour oui. les grands-parents, qui sont Papy Rose et Mamie Rose. voilà, Rose et Albert. Hein. Donc Rose, ils ont la soixantaine, ils sont presque retraités. Et puis, voilà, la grand-mère se fait appeler Mamie Rose, donc le grand-père devient papy. Et Ouais. pour moi, ce sont des personnages vraiment, enfin, voilà, ce sont vraiment, sont eux qui donnent l'âme de la maison et aussi l'âme du roman. Pour moi, Ouais. tout part vraiment d'eux. C'est vraiment la Il y a un fondation. truc très très générationnel hein, qui est imprimé par les personnages qui sont là. Et tu as beaucoup parlé de rythme. Quelle est la place de la musique dans vos romans à tous les deux? Euh, juste pour finir sur le livre de Karine, par rapport à la question qu'il posait sur le temps et tout ça, je veux dire qu'il est très important de noter à quel point le livre est rythmé quand même par les disparitions et les successions de Absolument. générations. Ouais. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais sur la manière dont une génération Mm, Oui, pousse l'autre. remplace une Oui. autre, une se retrouve un peu à l'arrière-plan alors que les autres sont à l'avant-plan. Et puis mm. surtout, les grandes parties, voilà, c'est ceux qui quittent la famille malgré eux, alors que le livre s'ouvre d'ailleurs, la maison elle-même Ouais. est achetée sous le signe d'une première disparition Ouais. d'emblée. Donc, juste, C'est très on est étrange quand tu vraiment as dans vécu ce ces années, tu as l'impression de rembobiner et de vieillir avec le livre. C'est super étrange. exactement. Et pour ce qui est de la musique, moi je sais même plus dire parce que c'est-à-dire que bon d'abord il y a toujours ce truc. Karine parlait de scène tout à l'heure et c'est vrai que l'idée de scène nous renvoie assez vite au Au visuel, au film. cinéma Oui. et au film. Et moi, voilà, j'ai la chance que souvent, enfin, qu'il y a pas mal de mes bouquins qui sont adaptés au cinéma. Et pourtant, contrairement à pas mal d'auteurs, je pense par exemple Jean-Paul Dubois qui dit toujours quand j'écris une scène, je vois le film. Mhm. Moi, je vois pas. C'est les autres qui voient. C'est le Oui, lecteur oui, Moi, et je vois, moi, je d'ailleurs vois. oui. les Alors c'est réalisateurs ou les ça, oui. producteurs. Mais moi, Toi, tu j'entends. vois pas, mais alors t'as quoi? T'as des mots? Juste des mots? Oui, c'est la phrase, moi. Ok. J'entends. C'est ça c'est vraiment ça qui porte et c'est ça et d'ailleurs, c'est ça le juge de paix, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à penser que la question de savoir si une situation est juste, si la psychologie d'un personnage est juste, si le rythme enfin, tout ça est une question de phrase et de rythme, d'abord, et de composition, au sens Mhm. où on composerait une pièce musicale, quoi. Ok. En plusieurs mouvements, avec un thème, des échappées, des retours sur le thème, des improvisations, euh, des ruptures. Et donc, voilà, je pense quand même souvent comme ça. Et d'ailleurs, à part bon, j'écris pas mal dans les cafés, mais il y a toujours de la musique dans les cafés où j'écris. Mais sinon, j'écris d'ailleurs toujours en musique de toute façon. Ah, ben moi aussi. Ah, ok. Oui. Et puis c'est plutôt c'est à rock la ou base, c'est c'est à la plutôt Chopin? euh, moi, c'est plutôt de la pop, du rock, de la Mm, chanson, etc. mm. Et d'ailleurs, j'écris volontiers avec des textes en français parce que
j'aime bien l'accident, moi. Donc Et j'adore comment tu fais pour écouter de la musique française et écrire en même ben, justement, temps? parce que ça va m'emmener, ça va m'emmener vers une émotion, vers un thème, vers une énergie qui n'était pas prévue, mais je parle de la musique, mais c'est aussi euh, que j'écris dans les cafés, c'est aussi une conversation saisie au vol euh, Ouais. qui va d'un coup définir finalement ce qui va se passer dans la scène. Quoi. Donc tout est chopé à l'oreille. Quoi. Ah ouais, mais ça accrédite parfaitement le personnage de Karine quand on dit que c'est une éponge et que... Ah bah Barbara Ouais, dans le présent justement dans le présent récent on va dire et qui arpente l'âme en peine parce que la maison de son enfance va être vendue. Elle a toujours les oreilles qui traînent et moi-même j'avais les oreilles qui traînaient et en fait il y a des phrases que j'ai chopées et d'un coup alors là, pour le coup il y a des choses que j'ai enlevées parce que ça n'avait rien à voir mais par moments je me dis mais tiens ça c'est presque c'est le hasard et fait vraiment bien les choses parce que ça se télescope avec ce que j'ai envie de raconter. Et dans ce livre-là, la musique est très importante parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, de références aux dernières décennies et notamment par les chansons, par les tubes. mm, Qui rythment les années, qui pour moi sont des références, bon, déjà pour moi, en tout cas, ou pour cette famille, et puis aussi qui sont des références pour nous tous. Donc, oui. c'est une façon aussi voilà justement parce que c'est un livre c'est à la fois une histoire c'est une histoire unique c'est une histoire d'une famille française mais ça pourrait être aussi l'histoire de n'importe quelle famille donc c'est des ponts aussi c'est des ponts jetés vers les lecteurs. Je voudrais vous faire entendre un Enfin, petit sur la musique, passage. Pardon, dis-nous pour la musique, non, je disais juste sur la musique, mais je précisais que l'exergue de mon livre est emprunté à Jean-Louis Murat, qui nous a Oui, quittés il y a un an. Donc d'emblée, il était impensable que ça s'ouvre par quelqu'un d'autre que Jean-Louis Murat. Mais je dis ça parce qu'on est dans une rencontre croisée avec Karine et que Oui, Jean-Louis Murat, c'est pas juste parce qu'il est mort cette année, c'est parce que c'est l'artiste qui, l'un comme l'autre, je oui, pense, nous accompagne sans jamais nous avoir quittés. Enfin, si, il nous a quittés, c'est nu mais dans la depuis le plus crevasse, j'ai longtemps. perdu la trace, perdu le sentier. Voilà. Et on s'est presque on s'est rencontrés en parlant de Jean-Louis Murat quasiment. oui. Ah ah, Donc c'est un très grand compagnonnage. On le connaît pas, bien sûr. Bon, on l'a pas connu. Enfin, ouais. moi, je l'ai rencontré 2 fois, mais c'est pas ce que Oui, j'appelle c'est pas connaître. connaître quelqu'un. Euh, enfin, ça a été pour dire que d'ailleurs tous les deux notre travail d'écriture est né d'une manière ou d'une autre de la musique, c'est-à-dire moi parce que les premières choses que j'ai écrites c'est des chansons, mais aussi parce qu'on a écrit nos premiers textes, nos premiers poèmes dans l'écho d'une poésie qui était celle des chanteurs, en fait, plus que de la D'accord. poésie elle-même. Voilà. Et on Mm. a commencé tous les deux en écrivant des poèmes, et c'était des poèmes qui empruntaient beaucoup plus à la chanson, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, qu'au poète finalement. Mais même si vos textes sont beaucoup plus longs aujourd'hui que des poèmes, il y a quand même énormément de poésie dans vos textes à tous les deux. Je voudrais vous faire entendre un petit passage de ton livre, Olivier, parce que c'est un passage qui m'a particulièrement frappé. Entre le bois et le lac, la transition s'opère en douceur. Je baisse le volume et le clapotis de l'eau se mêle peu à peu au frémissement du vent dans les feuilles. Puis tout s'ouvre, comme un rideau, et je débouche sur le sable, presque blanc, à la lueur de la lune et des réverbères. L'eau est parfaitement lisse, opaque et noire. Difficile de se figurer qu'en plein jour, elle est si claire et varie de couleur au gré du soleil et de son inclinaison, des nuages, de la brume ou des grands orages de fin d'été. De l'anthracite à l'émeraude, en passant par le perle, l'argent et le turquoise, toute la gamme y passe. Et la façon qu'ont les montagnes qui le bordent de s'illuminer parfois, d'étinceler ou au contraire de se fondre dans la bruine et le brouillard ne simplifie rien. Au fil des saisons, des jours, des heures parfois, on ne vit jamais vraiment au même endroit. Le lac, en définitive, c'est une dénomination trop approximative, qui recouvre trop de réalités disparates pour être satisfaisante. Il faudrait inventer d'autres mots, comme certains peuples en ont pour la neige, et les utiliser en fonction des circonstances. Alors, il se trouve que j'ai habité 2 ans au bord du lac d'Annecy, donc j'ai eu le temps de voir ça. C'est exactement ça. C'est d'une justesse. Ce lac, quand on habite au bord de ce lac, effectivement, il devrait avoir plusieurs mots. Mais je pense que c'est le cas de plusieurs lacs, mais il y a ce Oui, et puis côté c'était aussi Caraïbe.
Oui, mais c'est le cas aussi de certains lieux de bord de mer. Complètement. En fait, j'aurais pu écrire exactement la même chose sur certaines plages de Saint-Lunaire, de Saint-Malo, de Dinard qui nous sont chères à Karine et moi, et où, en fonction de, oui, finalement, en fonction de la lumière, de la marée, de l'inclinaison du soleil, euh, c'est des endroits totalement transfigurés. Et moi, j'avoue que je suis très sensible à je suis très, je sais pas comment on dit, photosensible ou météo-sensible Non, mais c'est parce que tu disais tout climat. à l'heure que tu ne voyais pas les endroits, donc ça paraît dingue. Tellement nous, on les Oui, voit en mais lisant. je les vois pas, ça, je les sens, je dirais. Voilà. C'est-à-dire Oui, qu'ils ont un effet direct, euh, ça va direct des yeux à l'âme, quoi. Voilà. De toute ouais. façon, j'adore que les lieux disent quelque chose. C'est-à-dire que dans le bouquin, il y a des gens qui pourraient vivre n'importe où ailleurs, ils le vivent pas. Mais Antoine, lui, tout de suite, je pense qu'on saisit son hypersensibilité, son hyperacuité, à quel point il est poreux à tout, à quel point il n'a pas de carapace, à Mm. travers cette réflexion, quoi. Ce mec, il sort de chez lui, et voilà comment il ressent le lieu, comment il ressent la versatilité du lieu, la cyclotimie du Ouais. lieu. Il répond à sa propre versatilité et sa cyclotimie intérieure. D'ailleurs, ce qui est fascinant dans cette enquête, c'est que on a l'impression qu'on sait tout le long du truc qui n'est pas coupable et on sait toujours pas qui est coupable. J'ai adoré cette façon de faire parce que t'as ce suspense qui est tout le temps là et en même temps, t'as des certitudes quand même sur ceux qui peuvent pas être coupables. Alors tu dis, est-ce qu'il va retourner ça? J'aimerais lire le début juste, puisqu'on est en septembre 2022 avec Barbara. Et on est direct dans l'histoire. Voilà, c'est fini. Barbara, septembre 2022. Il pleut sans discontinuer. Je colle mon front à la vitre. La pelouse du jardin est imbibée d'eau. Sur le panneau à vendre, un autocollant vendu a été apposé. Il pleut et mes yeux demeurent secs. Ma tristesse est à l'intérieur. Si je ferme les paupières, derrière le bruit de la pluie sur la verrière du beau window, j'entends des rires d'enfants. Le mien, celui de ma sœur, celui de mes cousins, mais aussi ceux de Chloé et de Léo. La maison d'été n'a pas survécu aux événements de ces 3 dernières années. La mort de ma grand-mère, la crise sanitaire, tous ces confinements, cette période d'incertitude. Depuis près d'un an, je suis venue dès que possible, au prétexte d'aider à trier, et j'ai déterré des trésors à l'appel. Je me suis replongée dans 40 ans d'histoire familiale et rouvert l'album de mes souvenirs, comme autant de polaroïdes aux couleurs miraculeusement conservées. Dans Anna Karénine, Tolstoï a écrit: Les familles heureuses se ressemblent toutes, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Nous avons été une famille ordinaire, traversée par un certain nombre de tragédies qui l'étaient moins. Nous avons fait front, tâchant de nous maintenir la tête hors de l'eau. Mais si les Reys ont eu leur part de malheur, nous avons aussi connu des jours de partage, d'épiphanie et de joie, touché du bout des doigts la grâce et le bonheur, enfin, d'une manière qui n'appartient qu'à nous, enfin, je crois. Et tout de suite, tu te dis, oh, pourvu qu'elle nous raconte C'est l'histoire de cette famille. c'est le programme du livre, en fait. Voilà, ça, C'est en ça, gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est le truc qui, quand tu c'est le commences, contrat passé avec le lecteur. Mm. tu dis, oui, oui, ah, j'ai envie de savoir qui c'est cette famille. Parce que bien sûr, cette phrase de Tolstoï qui est tellement célèbre, euh, on la reprend sur plein de pages, dans plein de livres. Et on retrouve dans vos 2 livres aussi des choses qui sont votre patte et votre, j'allais dire, votre ADN. Euh, Tu retrouves des choses d'un bébé perdu, tu retrouves des choses comme une mère, tu retrouves des choses de la fille sur la photo, euh, tu retrouves des choses d'Élisière, des romans chorales aussi dans ton livre, Olivier. Donc il y a quelque chose qui est à la fois, euh, on s'installe avec un écrivain dont on sait le talent, mais dont on attend la nouvelle inspiration. Voilà, pour ceux qui vous connaissent déjà. Et pour ceux qui vous y connaissent pas, faut foncer là, hein. Ah bah ça y est, la voilà.
Il faut foncer parce que ces deux livres, moi, ils m'ont mis dans un Vous avez une force dans vos deux livres, c'est que vous nous mettez dans un état d'oppression quelque part. Parce que même si on est dans une famille, on l'a vécu, la vente d'une maison à laquelle on était attaché, les séparations, les deuils, après le lac et la montagne, un meurtre. Alors, heureusement, on ne connaît pas tous des meurtres, mais le sujet sociétal, voilà, vous nous mettez dans un état d'oppression pendant la lecture, mais à la fois, comme vient de le dire Frédéric, on est dans un truc doudou, c'est-à-dire que votre écriture, elle nous enveloppe. Et comme on vous connaît, on vous reconnaît dans vos mots, bah, ça fait un truc démentiel. Donc il faut aller en librairie, hein, j'ai envie de dire, ceux qui ont la Ouais, chance de ne pas vous avoir lu encore sur ces deux derniers titres, voilà. Donc il y a des vraiment questions ça. qui sont arrivées. La première, c'est Claude qui la pose, c'est pour Olivier. Peut-on rapprocher le livre d'Olivier Adam du roman de Florence Aubenas qui traite aussi d'un féminicide, L'inconnu de la Poste? Alors oui, enfin, disons que ça fait partie des, des, des livres qui m'ont donné l'impulsion d'écrire celui-ci, mais alors pas tellement sur le féminicide en fait. C'est pour ça que je dis qu'après le féminicide m'a repris par surprise, mais plus sur la figure du personnage principal qui est un peu le paria local, l'espèce de coupable idéal, un mec qui a une espèce d'étiquette de loser qui fait que dans un lieu pareil avec un lac et des montagnes, ça, qui fait que quand un truc comme ça survient, il y a comme une fatalité qui s'abat sur lui et c'est pas sûr qu'il va réussir à s'en sortir et se pose même la question de comment tu affrontes ça, comment tu fuis ça, quand tu, presque un truc de tragédie, quoi. C'est-à-dire voilà, ça te tombe dessus. Voilà. Donc ouais, ouais, il y avait le livre de Florence Somnas qui était une, qui était une impulsion à un moment donné, mais il y a eu plein d'autres trucs. La série Succession, par exemple, parce que euh, au fond, ce livre, comme Je vais bien ne t'en fais pas d'ailleurs, qui était mon premier roman, une fois qu'on l'a terminé, le lecteur est invité finalement à se dire qu'il n'a pas lu ce qu'il croyait lire, c'est-à-dire qu'il a cru lire une enquête avec une victime, des suspects, finalement un coupable. Bon, ça, je peux pas en dire trop sur ce que le lecteur a vraiment lu. Mais oui, dans Je vais bien, c'était d'un côté l'histoire d'une fille qui avait perdu son frère et qui le recherchait partout et qui finissait par apprendre qu'il était mort. Et une fois qu'on a terminé le livre, c'est surtout l'histoire de parents qui ont déjà perdu leur fils et qui vont inventer un mensonge absolument délirant pour sauvegarder leur fille et ne pas perdre leurs deux enfants. Bah là, voilà, on peut le lire d'une manière comme ça, une victime, un coupable idéal, des suspects, etc. Et puis on peut le relire à la fin, comme d'ailleurs j'ai commencé à l'écrire, euh, plutôt comme une tragédie antique, voire comme un drame shakespearien, qui était vraiment le point de départ pour moi du livre. Il y a aussi une série qui s'appelle Bloodlines, sur la famille, dont le slogan était Nous ne sommes pas des mauvaises gens, mais nous avons fait des mauvaises choses. Voilà, enfin, il y a tout un ensemble comme ça. Et je cite notamment des séries parce que c'est vrai que j'aime bien dans mes bouquins toujours me confronter chaque livre, dans chaque livre, confronter mon écriture à d'autres disciplines artistiques ou non d'ailleurs. La sociologie dans Les Lisières, la chanson et la musique dans Chanson de la vie silencieuse, le cinéma anglo-belge, comme je dis toujours, Ken Loach, les frères Dardenne, dans L'abri de rien et tout ça. Et celui-là, fondamentalement, quand même, est un livre le théâtre et Tchekhov dans Dessous les roses. Et là, ce livre-là, il est vraiment, alors oui, Inconnu de la Poste d'Omnas, mais beaucoup plus, malgré tout, il est sous le double signe de la série, qui est quand même une manière de raconter le monde aujourd'hui qui est dominante et qui doit intéresser la littérature, non pas pour la Ouais. copier, mais pour essayer de la digérer et d'en faire autre chose. Et Shakespeare. Voilà. Et le En roman, fait, et puis bien sûr un peu le roman noir, quoi, quand même. vous nous avez pas dit, vous lisez pendant l'écriture? Il y a une question qui vient d'arriver dans ce sens-là, justement. Moi, je fais lire à Karine, je Ouais, fais bah, lire quand à on a Karine fini, à la fin du premier jet. Non, mais des fois, je lis, tu me fais lire des débuts, des fois. de moins en moins.
Non, pendant des Ouais. années, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais en cours d'écriture et j'avais besoin pour être entre guillemets rassurée, parce que moi, chaque fois, je repartais sur vraiment quelque chose de assez différent, voilà. Et donc souvent, au bout de quelques semaines, je lui disais bon voilà, c'est le premier chapitre, est-ce que tu veux bien regarder? Et puis il dit oh non, puis bon, il regardait, puis il dit bon bah ouais, ça m'a l'air pas mal. Mais maintenant, oui, j'essaye de quand même de lui présenter quelque chose de fini, mais on est nos premiers lecteurs et Oui, mais c'est même, très important. faut dire quand même qu'on en parle. Mais on en parle On se beaucoup. parle de ce qu'on est On en fait des train séances d'écrire en de parallèle. brainstorming. Voilà. Alors justement, On se parle de son. Raphaël, elle va plus loin. Elle dit, trouvez-vous des sources d'inspiration dans le travail de votre partenaire, même si vous ne collaborez pas directement? Voilà. Alors d'abord, au cours de l'écriture de chacun de nos livres, moi, enfin, je crois me souvenir que, pour reprendre l'exemple de Julien ne t'en fais pas, euh, c'est Karine qui m'a sorti un jour un truc, mais s'il n'était pas mort, ou je sais pas quoi, enfin quelque chose comme ça. Enfin, parce qu'on discutait En tout cas, le coup du- de la caissière. je racontais l'histoire là où j'en étais. Enfin, Ah oui. Non, mais on s'est donné beaucoup oui, bah, d'idées. où l'héroïne, Hum. voilà, moi j'avais un vague projet à un moment donné d'écrire un bouquin qui se passait, qui racontait l'histoire d'une famille à travers Ah oui, c'est Olivier qui ces m'a donné héros. l'idée, hein. C'est Olivier qui m'a donné Ouais, l'idée. Ah, mais en c'était tout juste cas, voilà, cet embryon d'idée que j'ai saisi au vol et voilà. Et des fois c'est à non, l'intérieur oui. c'est à l'intérieur même des livres. Mais après, je pense que les points communs, bon, parce que par exemple, il faut avouer qu'on n'est pas que deux à écrire dans notre appartement, on est trois. Ouais. Oui. Parce qu'il y a aussi notre fille Juliette qui a publié deux romans adultes chez Fayard et un roman young adult chez Flammarion, puis aussi des albums jeunesse. Et, 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 et j'ai été frappé en lisant son prochain roman, qui vient de finir, de voir comment, alors qu'on s'en parle pas, euh, comment il y a des. Et Évidemment, qu'elle n'a pas lu, et qu'elle n'a pas lu nos livres. Qu'elle n'a pas lu elle nos n'a livres. jamais lu un livre. Et c'est assez hallucinant les choses, les ponts, les liens qu'on pourrait faire avec les livres de Karine, les liens qu'on pourrait faire avec les miens, et puis bien sûr, en même temps, l'autonomie totale et la nouveauté totale de son univers et de son ton. Donc, je pense que les influences mutuelles, elles viennent du fait qu'on vit la même vie, enfin, en tout cas, Oui. oui, qu'on partage la même vie, et Bah, on aussi lit qu'on s'abreuve, voilà, on a les mêmes, au même titre. voilà, on lit les mêmes livres, on regarde les mêmes films, on voit les mêmes On voit les mêmes expositions, films. on visite en gros les mêmes villes, on fait les mêmes voyages, donc c'est forcément, on a des choses d'inspiration communes, donc on peut retrouver C'est juste des que choses. on travaille pas dans le même café, pas en même temps. Non. Donc les conversations qu'on chope, l'humeur du moment. Enfin, dans mon cas, comme souvent quand même, mes livres sont plus franchement sociétaux ou sociaux que ceux de Karine. Donc là, forcément, il y a beaucoup de choses que je chope dans des conversations qui sont à connotation politique ou quoi, qui vont me nourrir. Tandis que toi, tu vas avoir plus une oreille attentive à des conversations entre couples, entre générations, entre une mère et sa fille, etc., etc. Alors justement, que fait le quatrième qui n'écrit pas? C'est un enfer pour lui, c'est-à-dire qu'il mange pas, vous êtes tout le temps au café, vous êtes en création, il fait quoi? Il vit en Bah, autarcie? il y en a un au Pouliguen déjà et l'autre à Annecy, donc déjà, Ah ouais. lequel reste à Paris? Il faut dire que moi, j'ai jamais aimé l'idée du truc. Alors, je l'ai sûrement fait, ou dans des cas d'urgence, il peut m'arriver de le faire. Mais globalement, du truc, quand les enfants débarquent à la maison, oh là là, silence, papa travaille, maman travaille. Donc, on s'est toujours arrangé pour que cette part de notre travail, voilà, qui impose une forme de retrait et de concentration, etc., elle se fasse sans dommage. Non, Pour, ça passe tout simplement sur les temps scolaires, par exemple, tout simplement pour être après être disponible pour. Ouais, ce sont les enfants de ces écrivains qui disent mes parents ne font rien. Ils ne touchent pas sur voilà. la maison, sur la maison. Globalement, quand ils étaient petits, ils nous voyaient jamais travailler, donc ils pensaient, quand on plaisantait, on disait, genre comme mon père disait, bah toi, t'es toujours en vacances et tout. Ils accréditaient la thèse. Comment vous êtes ressorti de ces romans? Parce que bon, Karine, vous empruntez les codes de la saga familiale. On sait ce que c'est que d'écrire une saga familiale. Et Olivier, donc les codes du roman policier, quelque part. Comment vous êtes ressorti de ces deux romans éprouvés?
triste parce que quand on quitte une famille qui n'est pas la sienne, Ah bah moi, je moi, suis surtout à sec, en fait. Ah, ça et bouge. moi, en fait, comme là, je fais pas mal de déplacements et de rencontres. Je continue à vivre avec la famille, avec ma famille, ma famille de papier, en accompagnant le livre et en essayant de partager avec les lecteurs. Maintenant, je sais que quand ça va être fini, tout ce travail, là, pour le coup, ça va être, il va y avoir, c'est là que ça va être un peu dur. Il va y avoir un Ouais, moment de séparation, oui. ouais. alors, quel lecteur vous êtes tous les deux? Alors, on a perdu Olivier, mais il va revenir dans pas longtemps. Je crois que c'est juste sa caméra qui est coupée. Quelle lectrice êtes-vous, Karine? Quelle lectrice? Alors, enfin, ça c'est difficile à dire, mais ben moi je lis depuis j'ai l'impression que je lis depuis que je suis bébé. Ça veut dire que mes parents, enfin ma mère surtout, m'a mis des livres dans les mains et m'a lu des histoires depuis, je pense que, je sais pas, à l'âge de peut-être 1 an. Donc du coup, j'ai toujours été, voilà, ça fait partie de ma vie. Donc, depuis toujours, je lis, où on m'a lu des histoires. Et pendant longtemps, j'étais très, très boulimique. C'était très éclectique, etc. Maintenant, au fil des années, je choisis un peu plus mes lectures. Mais quand j'étais adolescente, voilà, je pouvais lire des livres complètement opposés, sans me soucier si c'était voilà, un mélange de classiques, de littérature plus grand public, de limite des choses un peu à l'eau de rose, avec des documentaires et des témoignages, par exemple, sur la Shoah. Enfin, mais pour moi, c'est vital, quoi. C'est quelque chose de très important. Si vous aviez un livre à nous recommander, ça serait lequel? Euh, je pense à un livre que j'ai lu récemment, qui est le recueil de nouvelles de Véronique Ovaldé, qui s'appelle La Nos vies imparfaites, qui est vraiment, qui est génial. C'est un petit bijou, et puis il est vraiment parfait. Voilà, et puis il a Ouais, puis Ouais, vas-y, Olivier. c'est un livre d'une grande générosité pour le Oui, lecteur, en plus. oui. Parce que Véronique nous fait des cadeaux. Enfin, je dis Véronique parce qu'on la connaît, mais en tout cas pour tous les lecteurs, parce qu'elle fait des cadeaux à tout le monde avec ses interventions malicieuses d'autrices à l'intérieur des fictions, qui sont des petits trésors, un peu comme les parenthèses de Gennada dans le livre de Mm. Philippe Gennada Oui. qu'on attend. Ça Et arrive puis là, ça aussi arrive. parce que toutes ces nouvelles On sont relie en fait, entrelacées, sont entrelacé, on reliées. retrouve des personnages d'une nouvelle à l'autre, donc ça forme comme une sorte de kaléidoscope, et tout ça, voilà. Donc, Oh, de toute façon, elle aurait pu écrire roman sur la oui, couverture. oui, Juste, elle aurait pas eu le Goncourt de la nouvelle, ça aurait été ça aurait con. pas été choquant, ouais. Oui, ça aurait été dommage. Elle vient d'avoir le Goncourt de la nouvelle, c'est pas chouette, ça. C'est un super livre. Et vous, Ouais. Olivier, Moi, je vais lire. Pardon. un livre que vous nous recommanderiez, ça serait lequel? Pareil, je vais vous dire le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Dompter les vagues, Vente de la Vida, dans la très bonne collection Terre d'Amérique, Mm. dirigée par Francis Geffard, chez Albin Michel. Ah, San c'est génial. Francisco, les années 80, une bande de filles pas très éloignées des Virgin Suicides de Jenny Dees et de Sofia Coppola, les faux semblants de l'adolescence, le culte des apparences, les amitiés vénéneuses, les, oui, les dérapages, le mensonge, les masques. Vraiment, et pour le coup, un très chouette livre à lire. Parce qu'il y a toujours ces trucs, qu'est-ce qu'il faut lire, ouais, les romans de l'été et tout ça. Le mieux, comme roman de l'été, c'est de lire des bons romans. Voilà. Oui. C'est Parce ça. que, Oui, oui, voilà. bien sûr. Mais c'est quelque chose qui embarque, voilà, qui fait oublier l'endroit où on est ou qui Ah, entérine l'endroit où si on on est sur est. la plage, on ne peut pas oublier qu'on est sur la plage. Ah bah si. Ouais, Ah bah si, si, si. On peut être au bord d'un lac alors qu'on est sur la plage et inversement. Non, mais simplement, je trouve que les moments de vacances et de lecture au bord de la mer, etc., ce sont justement les moments où on est les plus absolument disponibles à Mm. accueillir euh, des grands livres, des gros livres, des livres parfois exigeants, des livres qui nous emportent vraiment. Voilà, je trouve que c'est parce qu'il y a toujours cette idée, qu'est-ce que vous auriez de facile pour la plage, quoi. Je pense que c'est absolument le contraire, c'est que Ouais. l'été, c'est le moment. Nous, avec Karine, on a une pile de livres qu'on se réserve toujours pour les vacances, euh, parce que c'est des livres qui ont du mal à s'insérer dans le brouhaha et le côté morcelé de la vie parisienne, Ouais. euh, qui convient mieux, par exemple, à des romans courts, plus courts ou plus voilà, ou à des romans autobiographiques ou d'inspiration autobiographique, à l'autofiction. Mais dès qu'on veut rentrer dans les grands trucs romanesques, je trouve que voilà.
L'été, c'est pas Après, dans la maison d'été, moi, je l'aurais bien pris pour faire toutes les tournées qu'on fait quand on va dans toutes les villes, parce que c'est tellement prenant d'aller dans toutes les villes que quand tu es dans la maison d'été, tu restes dans la maison d'été, tu vois, tu le lis. Et dans chaque ville, tu restes dans le livre dans lequel tu es. C'est un pareil idéal pour une tournée aussi. Alors, en tout cas, allez en librairie, ils sont encore sur les tables. Ils vont rester jusqu'à ce que la rentrée arrive. J'aime pas dire ce mot, On mais espère, on ils sont espère. plutôt. Donc, ça va dérouler jusqu'au 14 août, puisque la rentrée est annoncée le 14 août. On retrouvera Philippe Jaénada, d'ailleurs, puisqu'il sort à la rentrée. Voilà, je vous l'annonce. Tom Ford aussi, pas Tom Ford, John Ford, qui Richard. s'est Richard, oh là là, pardon, à Il y l'Olivier. a nous. Voilà, il y a des grands Bien. romans qui arrivent. Il y a James Ellroy qui revient pour si vous aimez les romans américains, tout ça. Donc, allez en librairie. Donc, c'est chez Flammarion. Vous avez Dans la maison d'été de Karine Ressé et Il ne se passe jamais rien ici d'Olivier Adam, donc édition Flammarion. Je vais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. C'était passionnant de vous écouter. On a appris plein de choses sur votre processus d'écriture. C'était très intéressant à écouter. Un grand merci, Frédéric, d'avoir si bien animé cette rencontre. On vous souhaite un bel été, une bonne continuation en librairie pour vos tournées respectives et à très vite.